Par ailleurs, le président dispose encore de ses pouvoirs exceptionnels qui sont le pouvoir de décréter l'état d'exception, l'état de siège et l'état d'urgence. Certes, désormais, à la différence des périodes précédentes, il y a un délai limite durant lequel le président peut appliquer l'état de siège, l'état d'exception, l'état d'urgence. Délai après lequel le Parlement doit ratifier la prolongation de l'état d'urgence, de l'état de siège ou de l'état d'exception. D'accord ? Cette fois-ci, ils ont donné ce délai. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 1996, ils avaient prétendu limiter ces pouvoirs exceptionnels en prévoyant que la prolongation de l'état de siège, de l'état d'urgence ou de l'état d'exception, la prolongation de l'état de siège et de l'état de siège et de l'état d'urgence, en 1996, on l'avait soumise à un accord du Parlement. Sauf qu'en 1996, on n'avait pas précisé quelle était la période durant laquelle le président pouvait appliquer initialement l'état d'urgence ou l'état de siège. Ce qui fait que le président de la République pouvait très bien promulguer l'état d'urgence ou l'état de siège pour 100 ans, sans donner de limite, etc. D'ailleurs, l'état de siège en Algérie, comme vous le savez, a été abrogé. L'état d'urgence, pardon, a été abrogé en Algérie en 2011. C'est-à-dire alors qu'il avait été proclamé en 1992 et reconduit sans limite en 1993. Mais donc maintenant on a un délai qui est précis dans la Constitution, enfin dans l'avant-projet. Oui, mais si le président décide abusivement d'user de l'état d'urgence, de l'état de siège ou de l'état d'exception, si durant le premier délai, avant de demander l'autorisation du Parlement pour une prolongation, il y a des dépassements, des abus, comment remettre en cause la responsabilité du président de la République ? Comment le sanctionner ? Parce que, en droit, quand on vous donne de forts pouvoirs, quelle est la contrepartie ? La contrepartie, c'est que vous devez être responsable. Qu'on doit pouvoir vous sanctionner si vous avez fait n'importe quoi. D'accord ? Eh bien, là-dessus, le président algérien, tout comme depuis la Constitution de 1976, malgré les pouvoirs exorbitants que je viens de citer, dont il dispose, reste irresponsable politiquement. On ne peut pas le renverser par une motion de censure, comme dans la Constitution de 1963. Irresponsable politiquement, irresponsable pénalement. Il ne peut pas être destitué à l'issue d'une procédure d'impeachment. Il n'y a pas d'impeachment aux États-Unis, comme aux États-Unis. Dans la Constitution algérienne, il y a depuis 1996 la haute trahison pour le président de la République. Sauf que pour que cette haute trahison puisse être appliquée, il faut mettre en place la haute cour de justice, la haute cour de l'État. Et cette haute cour de l'État, pour qu'elle se soit mise en place, il faut une loi organique d'application. Cette loi organique d'application n'a jamais été promulguée depuis 1996. Et d'ailleurs, quand bien même cette haute cour de l'État proclamerait, déciderait que le président a bien commis une haute trahison. Donc, actuel article 177 de la Constitution, hein, vous pouvez le vérifier. Quand bien même elle proclamerait que le président a bien commis une haute trahison, la Constitution ne précise aucunement la sanction de cette haute trahison, la destitution. Donc, il n'y a aucun moyen de renverser, de destituer le président qui pourtant dispose de pouvoirs exorbitants. La contrepartie de ces pouvoirs exorbitants, c'est la responsabilité. Eh bien, il n'y a aucun moyen de destituer ce président-là sur le fondement d'une responsabilité politique ou d'une responsabilité pénale. Et même pour la maladie grave et durable. Vous vous souvenez que le président précédent était atteint depuis 2013 d'une maladie grave et durable, c'était patent, c'était voyant. Et néanmoins, le Conseil constitutionnel de l'époque, on va revenir à la Cour constitutionnelle, hein, le Conseil constitutionnel n'avait jamais ouvert la procédure pour état d'empêchement. Entre autres, pour quelle raison ? Entre autres, pour quelle raison ? Parce que pour que la procédure soit enclenchée de l'état d'empêchement, ici, c'est pas une responsabilité politique ou pénale. Hein. Ici, c'est juste parce que le président est malade, gravement et durablement malade. Eh bien, la procédure relative à l'état d'empêchement, pour l'activer, il faut l'unanimité des membres du Conseil constitutionnel. L'unanimité. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul refuse d'enclencher cette procédure, ou qu'un seul soit même absent pour qu'elle n'ait pas lieu.
En sachant que le président nomme un tiers des membres du Conseil constitutionnel, il y en aura au moins un qui refusera. Et c'est pour ça que, malgré qu'il était patent, qu'il était notoire que le président précédent était gravement et durablement malade, eh bien cette procédure n'a jamais été enclenchée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans la révision constitutionnelle actuelle, dans l'avant-projet? C'est subtil, hein, il faut voir comment ils font. Donc ils ont changé effectivement le titre de Conseil constitutionnel pour Cour constitutionnelle. Bon, là-dessus, ça va vers une juridictionnalisation plus avancée de la Cour constitutionnelle, d'accord. Le Maroc et la Tunisie l'ont déjà fait en 2011 et 2014. Hein. Au Maroc et en Tunisie, il y a une Cour constitutionnelle. Parce que Conseil, quand vous dites Conseil comme Conseil constitutionnel en France, en fait, nous on a copié sur la France, c'est pas nouveau. Conseil, en fait, ça amoindrit la valeur de l'organe. Vous voyez, un conseil, il donne que des conseils. Une cour, vous comprenez que c'est plus fort qu'un conseil. Bon. Eh bien, désormais, pour l'état d'empêchement, pour enclencher l'état d'empêchement, qu'est-ce que nous dit l'avant-projet de révision constitutionnelle? Il nous faut une majorité des 3/4 des membres du Conseil constitutionnel. Des 3/4 pour l'enclencher. C'est plus l'unanimité. Oui, mais le président de la République nomme toujours un tiers des membres du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle. Ce un tiers, c'est une minorité de blocage. Vous voyez? Justement, sur ce point-là, si vous permettez, excusez-moi, je préfère revenir à la deuxième ou troisième question parce que nous allons voir, parce que c'est relatif. Parce que dans la deuxième question, nous avons cru comprendre à travers les récents discours du chef de l'État que le gouvernement serait formé sur la base des résultats des élections législatives, donc une majorité parlementaire. Est-ce que cela est-il inscrit dans l'avant-projet de cette constitution? Et est-ce qu'il y aurait un quelconque moyen d'obliger le président de la République à consulter le Parlement lors de la formation, par exemple, de son gouvernement?